Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette tribune sport et club professionnel. Merci à BPI déjà pour l'organisation. Donc ce temps fait suite à des travaux qu'on a menés avec BPI et un ensemble d'acteurs composant le sport professionnel, à savoir les ligues professionnelles, les fédérations, les unions de clubs et le Cosmos notamment, sur le sujet du développement, de la sécurisation, des axes de travail et des enjeux, des recommandations liées à la structuration des clubs professionnels en France. Je vais peut-être commencer par laisser se présenter mes co-parleurs aujourd'hui. Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sophie Sauvage. J'ai fondé il y a un peu plus d'un mois une plateforme qui s'appelle Sport Power, avec HER à la fin, qui a pour but de développer l'économie du sport féminin. C'est assez marrant d'être sur cette tribune avec Gaël et Gaëlle. On n'a pas vraiment participé au groupe de travail, ni Gaël ni moi, mais on va vous apporter une vision complémentaire par rapport aux restitutions que va faire Gaël. Et donc, mon parcours, c'est 30 ans en fusion d'acquisition et investissement. Et le dernier deal que j'ai fait, c'est d'acheter un club féminin aux États-Unis pour le compte de l'Olympique Lyonnais, le club de Seattle, dans lequel jouait Megan Rapinoe, que vous connaissez peut-être. Et ce club, on l'a acheté 3,5 millions. Il a été revendu il y a un an, donc 4 ans après, par John Textor pour 58 millions. Et moi, j'ai siégé au board de la Ligue pendant ces 4 années. Et la trajectoire de croissance du sport féminin a été fantastique et très inspirante. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon projet en France. Gaël. Bonjour à tous, donc je m'appelle Gaël Rivière, je suis président de la Fédération française handisport depuis quelques mois, joueur de l'équipe de France depuis un nombre bien plus grand d'années et également avocat au barreau de Paris depuis 8 ans. Donc également très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors initialement, à la Fédération française handisport, on aurait pu se demander pourquoi on venait sur une tribune consacrée au club professionnel, puisque dans notre écosystème, celui de l'handisport, il n'y a pas de club professionnel. Et bien précisément, c'était important pour nous de montrer, de venir expliciter le fait que dans notre écosystème, celui du parasport, du handisport, il y avait de la place pour que des investisseurs, pour que le monde économique s'intéresse à ce que nous faisons, à ce que nos athlètes font, parce que nous sommes convaincus qu'il y a là des produits à valoriser, des histoires à coécrire, à co-construire avec des partenaires notamment économiques et que des marques, des entreprises ont quelque chose à en retirer de s'associer aussi au destin du parasport. Je crois que tu as oublié un truc dans ta présentation. Merci Sophie. Effectivement, j'ai aussi le privilège d'être avec l'équipe de France de CC Foot qui a été championne paralympique il y a quelques mois aussi, il y a presque un an, au pied de la Tour Eiffel. Voilà. Contre l'Argentine. Et tu nous as fait rêver. Et Gaëlle Keshmer, donc je suis directrice juridique et référente sport professionnel au Cosmos. Donc le Cosmos, c'est l'organisation patronale de la branche sport. On représente 12 000 structures adhérentes issues de 3 collèges distincts, le collège associatif et tout le mouvement sportif. Le collège du sport professionnel où on fédère l'ensemble des unions de clubs qui représentent les clubs professionnels féminins et masculins de toutes les divisions et le collège lucratif marchand. Donc ici, on va plutôt retrouver les salles de fitness, d'escalade, les réseaux et les organisateurs d'événements. On a cette richesse et cette vision un petit peu 360 des employeurs du sport qui nous permettent aujourd'hui de porter et de représenter les intérêts des employeurs du sport auprès des pouvoirs publics. Et évidemment, on les accompagne d'un point de vue social et économique dans leur développement et dans leur quotidien. J'ai assisté, contrairement à Gaël et Sophie, aux travaux du groupe de travail. Donc l'idée peut-être de nos échanges, c'est qu'on dresse aujourd'hui un constat au niveau des clubs professionnels. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur ce schéma français, avant de passer à les enjeux, les recommandations, les bonnes pratiques, et donc laisser évidemment la part belle à la fois à Gaël et à Sophie, qui ont au quotidien les mains dans le cambouis encore bien plus que nous et qui pourront nous alimenter de toutes ces expériences et de toutes ces bonnes idées pour qu'on puisse aller vers une reconnaissance et un travail du modèle et de la structuration de ces clubs professionnels, aussi bien féminins, masculins. Et comme tu le disais très justement, Gaël, y compris là où le professionnalisme est encore balbutiant ou mériterait largement de pouvoir être accompagné dans son quotidien. En 2 mots, pour ne pas prendre trop de temps, quelles étaient les conclusions de ce temps de travail Club Pro ?
à la fois plein de conclusions très positives. Le sport professionnel, aujourd'hui, c'est un produit qui est par définition non délocalisable, qui est pourvoyeur d'emploi, qui a un fort ancrage territorial. 80% du partenariat, c'est du partenariat local et du sponsoring local, il ne faut pas l'oublier quand on parle de sport professionnel. C'est beaucoup de visibilité. On l'a vu ces dernières années et on va le voir, je l'espère, dans les années à venir, la force des événements français qui nous permettent d'avoir une visibilité à l'international et de vendre le produit français. Et au-delà même de l'emploi direct, on le voit aujourd'hui, le nombre de structures qui ont pu participer sur les Jeux Olympiques, par exemple, au développement de l'événement et qui, sur Los Angeles comme sur Brisbane, vont pouvoir, on l'espère, continuer à faire valoir ce savoir-faire français et à l'exporter. Et puis le sport, de façon même plus globale et générale, au-delà du sport professionnel, c'est évidemment un fabuleux vecteur social et sociétal. On a publié il y a quelques mois, avec la branche sport et les partenaires sociaux, une étude sur l'impact social, sociétal, économique du sport. On a vu un petit peu partout le fameux 1 pour 13, donc 1 euro investi dans le sport, c'est 13 euros d'économiser sur les différents postes, santé, éducation et tout ce qui va avec. Donc on essaye vraiment aujourd'hui, nous, de faire valoir ce rôle que peut avoir le sport, le rôle modèle, le rôle de cohésion dans le contexte actuel. Sans transition, au niveau du contexte actuel, ça nous amène aussi évidemment aux limites du sport professionnel aujourd'hui et de son développement. Plusieurs points. On est sur un produit et un mode de fonctionnement qui est très marqué par une concurrence internationale. Donc il faut faire avec. Ça a des enjeux très positifs, mais ça a aussi évidemment beaucoup d'enjeux de développement, puisqu'il faut faire face à une concurrence internationale très différente selon les disciplines, selon les divisions, mais qu'il faut prendre en compte. Et puis un contexte français budgétaire et politique qui n'est pas toujours aidant, on le sait. Une lourdeur administrative et financière qui est beaucoup ressortie de nos échanges. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aujourd'hui parfois freiner l'investisseur, que ce soit l'investisseur étranger ou l'investisseur français. On pense à la sécurisation des hospitalités et des invitations, j'y reviendrai largement. Mais donc on a cette force du sport professionnel et cette vision qui peut nous apporter, accompagnée d'un certain nombre de limites. Peut-être pour introduire le sujet, au niveau de ce constat, à l'instant T, Gaël, est-ce que tu veux nous... Alors, effectivement, je rejoins évidemment beaucoup des points que tu as évoqués sur les lourdeurs administratives, les difficultés parfois à doser les limites. Alors, désolé d'entrer dans des considérations quelque peu techniques, mais parfois d'apprécier ce qui relève du mécénat, du sponsoring, de pouvoir construire un mécanisme qui soit conforme au droit social, au droit fiscal de notre pays et qui soit agile pour correspondre à l'univers sportif dans lequel on raisonne plus souvent sur du court terme, sur des semaines qui font plus que 35 ou parfois beaucoup moins. Et donc il y a cette souplesse de notre univers, de notre monde, celui de nos clubs, celui de nos fédérations, qui se heurte à une rigidité d'un environnement juridique. Donc ça, c'est un aspect évidemment important, un constat que l'on peut faire. Peut-être un autre constat propre un peu plus au parasport, c'est qu'il y a pour nous la nécessité de pouvoir créer une identité de marque, être clair sur ce qu'on a envie de raconter pour que des partenaires puissent s'identifier à ce qu'on a envie de faire. Et donc nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire au sein de la Fédération française handisport, que l'on positionne comme la première fédération inclusive de France notamment. Donc il y a cet enjeu de positionnement clair, et il y a aussi cet enjeu pour nous d'exister au-delà des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Je crois que c'est quelque chose qu'on constate pour beaucoup d'athlètes de manière générale et beaucoup de clubs, c'est qu'il y a en dehors de certains sports, le football, le rugby, les sports collectifs pour l'essentiel, une difficulté à exister en dehors de ces plages que sont les Jeux Paralympiques ou les Jeux Olympiques, et donc la nécessité à créer par ailleurs des moments où les partenaires peuvent avoir cette visibilité, cette identification des athlètes, des événements et des clubs qui soutiennent. Sophie ? En fait, je pense que le vrai sujet, c'est comment on fait pour faire en sorte que les investisseurs viennent dans le sport en France, pas que le sport féminin, dans tout le sport, dans les clubs professionnels, et comment on fait pour sécuriser le cadre. On sait qu'il y a des pays dans lesquels les cadres sont beaucoup plus sécurisés, donc les investisseurs sont beaucoup plus attirés. C'est le cas aux États-Unis.
Je crois qu'en Angleterre aussi, c'est aussi plus facile. Et nous, comment on fait pour changer les choses, pour que ça fonctionne? Parce qu'il y a une manne d'argent sur le marché. Les investisseurs adorent le sport comme actif. Donc maintenant, comment on fait pour les faire venir? Il y a un changement de mindset aussi qu'il faut engager, c'est-à-dire passer d'une gestion de court terme à des projets à moyen et long terme, parce que c'est la seule façon de créer des actifs et du coup de sécuriser les choses économiquement. Merci beaucoup. Alors, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on sort de ce constat, le constat actuel, pour se dire quels sont les enjeux finalement, vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut amener. Nous, au Cosmos, plusieurs points. Évidemment, ça fait un moment déjà qu'on porte pour l'ensemble du secteur du sport professionnel, donc encore une fois, féminin, masculin. Et au niveau du masculin, on a tous le foot ou le rugby et le top 14 en tête, mais on pense aussi aux divisions inférieures, on pense au BHV, on pense à un ensemble de disciplines. Finalement, tu l'as dit Sophie, sécuriser l'investissement, s'adapter aussi à la temporalité actuelle en se disant on fait face à une baisse de financement public, à un changement de modèle aussi en fonction des disciplines, on le sait. On a des disciplines sur lesquelles la part de financement public est encore important, va aller vers peut-être moins de financement public, d'autres où on est déjà passé à une part belle de financement privé. Comment est-ce qu'on vend notre produit aux investisseurs? Comment est-ce qu'on les rassure? Comment est-ce que notre modèle français peut aussi être attrayant et lutter à l'international. Donc nous, on a évidemment ce sujet-là. Développé au niveau du sport féminin, je t'en parlais tout à l'heure, on a monté un groupe de travail spécifiquement dédié aux différents modèles économiques du sport féminin, du sport professionnel féminin, en se disant... il y a des modèles qui fonctionnent, d'autres qui nécessitent d'être adaptés, des bonnes pratiques qu'on peut aller piocher chez les uns, chez les autres. On a envie de dresser aussi un benchmark complet sur ce panorama-là pour aller essayer de porter... et de donner la visibilité finalement de quelque chose qui fonctionne. On le sait, on a tous des exemples en tête, mais comment est-ce qu'on fait pour donner la bonne visibilité, la bonne place à ces éléments-là? Je ne sais pas si Sophie, déjà, tu veux réagir à tout ça? Moi, je crois beaucoup à l'approche entrepreneuriale dans le sport, comme ailleurs. C'est ce que j'ai vu aux États-Unis. Il y a des clubs qui se sont construits, des clubs féminins qui se sont construits, alors avec un niveau d'investissement record et qui est probablement pas réplicable ici. Mais ne serait-ce que l'idée d'écrire une stratégie et de chercher les moyens de la mettre en œuvre, c'est ce qu'ont fait des clubs comme Basketland, qui est passé d'un budget de 800 000 à un peu plus de 3 millions, avec un grand succès. Donc, en fait, c'est possible de s'ancrer dans le territoire, de travailler les communautés, de construire une identité. Et il faut en être convaincu. Et il faut avoir cette approche long terme et vraiment traiter les clubs comme une entreprise qu'ils sont. Gaël, tes enjeux? Oui, effectivement, des enjeux importants. Alors, si je vais du plus proche de ce qui me concerne en tant que président de fédération et joueur de 6 foot pour aller au plus global, pour ce qui s'agit du plus proche, je dirais que nous, on a cet enjeu de se dire, en réalité, ce terme de club professionnel nous embête un peu, pour être totalement honnête. Parce que si je parle à mes collègues de l'équipe de France de 6 foot, je leur demande s'ils sont professionnels, ils me diront, en fait, je suis professionnel dans ma pratique. Je suis professionnel dans mon quotidien, mais je ne suis pas professionnel dans mon compte bancaire. Donc voilà. Et effectivement, le décalage, il est là. Il est de se dire comment on construit un monde dans lequel, au professionnalisme de la pratique, répond un professionnalisme économique. Et je rejoins ce que disait Sophie, c'est-à-dire que sans doute qu'il faut qu'on construise aussi une logique entrepreneuriale dans nos fédérations et dans nos clubs, parce qu'on a évidemment deux types de partenaires de manière générale, et pour globaliser les choses. On a les partenaires passionnés qui investissent, qui donnent en réalité, parce qu'ils sont convaincus de soutenir une cause et qui n'attendent pas de retour en particulier sur cet investissement. Et on doit construire un peu plus un tissu de partenaires qui viennent chez nous parce qu'ils sentent bien qu'on est capable, leur investissement est capable d'avoir un effet positif pour eux, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes de capacité à incarner leur marque par nos athlètes, d'utiliser le sport pour transmettre
des émotions et donc amener les gens vers ces entreprises qui sont nos partenaires. Donc il y a ce réflexe-là, peut-être qu'il faut qu'on ancre davantage en France, peut-être qu'on est encore un petit peu en retrait sur cette vision d'investisseurs intéressés et donc intéressants dans notre écosystème global sportif. Et c'est encore plus vrai dans le parasport parce qu'on s'est rendu compte à l'occasion des Jeux que bien sûr le parasport suscitait de l'intérêt, il n'y a qu'à regarder les audiences pendant les Jeux paralympiques pour s'en convaincre, mais par ailleurs on a aussi besoin de dire cette audience, il faut qu'on l'entretienne et il faut qu'on la valorise parce qu'elle a une valeur et que les choses qui ont une valeur peuvent avoir de l'attrait, de l'intérêt pour des partenaires économiques. Et donc ces enjeux-là qui pour nous sont importants de convertir l'intérêt populaire en valeur pour les partenaires. Et puis, tu en parlais Gaël, mais le sport est un vecteur de cohésion sociale, c'est un vecteur d'impact, et c'est un vecteur de rêve, d'inspiration. Et ça peut complètement être au cœur des stratégies des clubs professionnels. Mettre l'impact au cœur des stratégies des clubs professionnels, c'est la meilleure façon d'attirer des entreprises qui aujourd'hui sont en quête de sens, soit pour leur communication interne, pour leur communication externe, mais aussi pour toute leur stratégie vis-à-vis de leurs clients. On voit bien aujourd'hui que les entreprises qui se disent à impact réussissent plutôt bien. Et même si le mouvement en ce moment aux États-Unis est un peu en retrait là-dessus, c'est une tendance de fond qui va se développer. Donc mettre ça au cœur du sport, c'est sa vraie nature en fait, cet impact positif, et ça peut vraiment convaincre davantage de partenaires privés. Est-ce que tu as des exemples éventuellement de faire venir l'impact comme ça au centre pour finalement, si je résume Gaël, ce que tu disais aussi, convaincre celui qui n'est pas encore convaincu qu'il faut venir potentiellement et qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet? Il y a un exemple très clair aux États-Unis avec le club d'Angel City qui a mis l'impact au cœur de son modèle dès le départ avec un message fort sur Women Empowerment et avec des piliers déclinés sur l'éducation, le soutien aux femmes en situation précaire. Et en fait, ils ont mis en place un modèle économique dès le départ dans lequel 10% de tous les budgets de partenariat sont consacrés à de l'impact. Et finalement, ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'est la première chose qu'ils ont faite. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne se sont pas sous-vendus. Et c'est hyper important de ne pas se sous-vendre pour bien se vendre. Gaël ? Non, mais en lien avec ce que Sophie dit, nous on se rend compte que beaucoup d'entreprises sont sensibles à leur impact en matière d'inclusion sociale, sociétale et des personnes en situation de handicap. Et nous, le discours qu'on leur tient, c'est que l'outil privilégié pour faire de l'inclusion, c'est le sport. Il n'existe pas d'outil plus puissant, en tout cas pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, ce que je connais le mieux, mais je laisserai Sophie éventuellement et toi Gaël parler d'autres aspects inclusifs du sport. Le sport est véritablement une arme d'inclusion massive, importante, et je pense que pour les entreprises qui cherchent à avoir cet impact-là, cet impact positif d'une société plus inclusive, tant au plan sociétal, social que d'égalité de genre, etc. Je crois que le sport, on a vraiment quelque chose de valeur à leur proposer pour accompagner leur souhait de contribuer à cet impact en matière d'inclusion. Merci beaucoup. On peut peut-être s'arrêter quelques instants sur le sujet de l'emploi dans le développement du modèle économique. Et puis évidemment l'économie qui permet aussi de développer l'emploi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ce cercle vertueux une fois qu'il est lancé. Nous, au Cosmos, on a cette vision que l'emploi administratif au sein des clubs est particulièrement important aussi, puisque c'est évidemment important de développer l'emploi sportif, et on reparlera peut-être aussi des conditions de travail, que ce soit des sportives et des sportifs dans des divisions aujourd'hui qui commencent à se professionnaliser, et évidemment c'est nécessaire pour prendre de la hauteur, que les personnes puissent, tu le disais Gaël, passer du temps et ne pas être professionnelles que sur le temps de travail, mais aussi sur le compte en banque, et sur le régime social qui va avec, et sur la protection, et sur l'après-carrière. Enfin, il y a tout un ensemble. Mais
Si je dézoome un petit peu, et tu parlais du club pro comme une entreprise, on a peut-être besoin aussi de faire entendre qu'il faut investir sur ces forces de travail, les forces de développement, d'administratif dans les structures, des personnes compétentes, des personnes peut-être aussi qui viennent parfois d'ailleurs, qui nous apportent une vision non sportive, qui nous permettent de vraiment vivre l'entreprise et de la développer. Je ne sais pas, Sophie, si tu as un avis là-dessus ou si tu as des... Oui, j'ai un avis. J'imagine. Mon avis, c'est que je pense que si une petite partie de l'argent qui est parfois investi sur des contrats de joueurs allait sur des personnes compétentes dans le front office, la situation d'un certain nombre de clubs serait meilleure. Parce qu'il faut travailler le fond, il faut travailler le côté business, et ça se fait pas avec des ressources limitées ou des compétences insuffisantes. Donc je pense que ça doit être une priorité de construire. Ce qui est intéressant dans la Ligue américaine, en fait, on avait des standards pour les conditions d'entraînement, on avait des standards pour tout un tas de choses négociées avec les joueuses d'ailleurs, pour tous les équipements, l'entraînement, les conditions de voyage, etc. Mais on avait aussi des standards pour la structure du front office. Donc tous les clubs devaient avoir un certain nombre de personnes dans la communication, les réseaux sociaux, le marketing, le commercial, l'administratif, etc., etc. Et ce sont des gens qui bossent à 100% sur l'équipe féminine, sur le business de l'équipe féminine. Et c'est ça qui permet de changer la donne, en fait. Gaël, il nous reste 8 minutes. Non, mais effectivement, moi, je partage entièrement cet avis. Nous, les sportifs, on a toujours la faiblesse de croire qu'on est les seuls à faire l'intérêt. C'est-à-dire qu'on pense qu'il suffit qu'on gagne pour que ça intéresse les gens. Et moi, je crois à l'inverse que, par exemple, le succès des Jeux paralympiques tient tout autant aux performances des athlètes qu'à l'environnement, qu'au décorum. Et qu'être en capacité de construire... on est dans une salle qui est peut-être l'illustration parfaite de ça. C'est-à-dire que la rencontre entre un événement bien construit et des performances sportives sublime ça et rend encore plus attractif le produit qu'on a envie d'offrir et de vendre. Et par ailleurs, je rejoins entièrement Sophie, si on veut avoir une communication de qualité, une communication impactante, et bien forcément il faut se professionnaliser aussi sur ces aspects-là, parce que tous les sportifs de haut niveau le diront, la performance c'est des détails. Et les détails, c'est de la professionnalisation, mais pas que la professionnalisation sur le terrain, aussi dans tous les aspects qui font un club. Et donc ça va évidemment de sa capacité à avoir des contrats juridiquement solides, à avoir une communication efficace, un service marketing qui soit en capacité de valoriser convenablement les assets que l'on a. Et également, j'en parlais tout à l'heure, être en capacité de créer une expérience qui sublime la performance sportive et qui ne soit pas uniquement la performance sportive. Je vais rebondir là-dessus. Je crois que c'est vrai pour tout le sport professionnel, en fait, pas que les clubs professionnels. Je vais faire un petit clin d'œil à Marie Patouillet qui est là. J'ai beaucoup discuté avec Marie depuis quelques mois. Donc vous connaissez tous Marie, fait un petit signe quand même. Marie, championne paralympique de cyclisme sur piste, qui nous a enthousiasmés et émus au JOP Paris 2024. Et avant. Ouais, et avant. Mais tout à l'heure on discutait, je lui ai dit mais t'es 4 fois championne du monde. Elle m'a dit non, 3 fois. Je lui ai dit mais écoute, sur le site du comité paralympique il y a écrit 4 fois. Bon, bref. Donc, en fait, ça fait un moment que je discute avec Marie de la conscience de la valeur d'une championne pour une entreprise partenaire. Et j'apprends beaucoup de choses sur la façon qu'elle a de mettre en avant ce qu'elle peut apporter à une entreprise. Et moi, je suis convaincue que quand Marie va faire une conférence dans une entreprise, dans un cabinet d'avocats, auprès de DRH du CAC 40, les personnes qui sortent de ces 2 heures ou de cette heure sont complètement transformées par ce qu'ils ont entendu. Et je suis sûre que l'argent investi par les entreprises
est placé au bon endroit. Et que, voilà. Donc j'apprends de Marie là-dessus. Et je crois que c'est ce que peuvent faire les clubs féminins, les clubs masculins. Voilà. Mais dans le sport féminin, il y a une particularité, c'est que le lien entre les fans et les championnes, il est essentiel. Parce que la sous-médiatisation est telle que le lien se crée comme ça. Alors justement, transition toute trouvée pour passer sur peut-être le dernier axe, les recommandations, parce qu'on a dressé des constats, des enjeux, c'est super, je pense qu'on est tous d'accord. Est-ce qu'on a 2-3 idées de recommandations opérationnelles qui nous permettraient d'aller vers ce mieux, vers cette professionnalisation, vers cette reconnaissance, vers ces investissements? Nous, évidemment, on travaille de façon très régulière avec les pouvoirs publics sur de la simplification de la lourdeur administrative. Gaëlle, tu en parlais. L'année dernière, au même endroit, je vous disais qu'on avait des grosses problématiques avec l'autorisation d'entrée sur le territoire de sportifs étrangers. Ça paraît un détail. Mais quand on est un club et qu'on veut lutter aussi sur le terrain de la concurrence internationale et qu'il nous faut 2 mois pour faire venir une recrue en plein championnat parce que nos systèmes administratifs sont ce qu'ils sont, c'est compliqué. Aujourd'hui, à la même place, on a complètement réussi à désamorcer ces sujets. On a travaillé avec le ministère de l'Intérieur et on a des facilitations et des entrées, des guichets uniques pour justement des accès passeport talent sur ce genre de public. Donc on voit que quand on travaille de façon opérationnelle, ça fonctionne. Encore faut-il avoir ces bonnes recommandations. Sophie, est-ce que tu en as quelques-unes? Écoute, on a dit pas mal de choses déjà. Le plus important, c'est de travailler ensemble, déjà. Et le plus important, c'est d'amener les gens à la table et d'adresser les vrais sujets. Dans le sport féminin, on parle beaucoup de RSE. Je pense que dans le handisport, on parle aussi beaucoup de RSE. Dans le sport féminin, on parle très peu d'argent. Le vrai sujet du sport féminin, c'est l'argent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Et quand Michel Kang arrive en disant moi, voilà ce que je vais faire à OL Lyon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais que se passe-t-il? Pourquoi fait-elle ça? Eh ben, elle fait ça parce qu'elle a un vrai projet et une ambition entrepreneuriale. Donc je pense qu'il faut adresser les vrais sujets. Le vrai sujet, c'est l'argent, d'abord. Et l'argent vient si on a une stratégie, si on a un projet. Et là, on revient sur le sujet de l'impact, des valeurs du sport, qui peuvent être vraiment des vecteurs fantastiques pour attirer les entreprises. Merci beaucoup. Gaëlle? En quelques mots, peut-être deux recommandations, en tout cas 2 suggestions, 2 idées qui me viennent et que j'essaie d'appliquer moi-même au sein de la Fédération française handisport. C'est d'abord celui d'être très au clair sur ce qu'on a envie de raconter. Je crois que ça nécessite parfois de se poser et de se dire voilà, quelle est l'identité de notre club, quelle est l'identité de notre fédération et quel message on a envie de porter et quel message on a envie que les autres viennent acheter, viennent contribuer à construire. Je crois que ça, c'est un exercice qui parfois, peut-être, n'est pas suffisamment fait. On se dit que, là encore une fois, le sport ou l'aspect RSE, l'aspect handi suffira à lui-même. Et moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut être en capacité de réfléchir à ce qu'on incarne et ce qu'on a envie d'incarner, quelle histoire on a envie de créer. La seconde recommandation, c'est, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est de dire que pour que le sport soit intéressant, il faut aussi qu'il amène autre chose, qu'il soit inséré dans une expérience plus globale et essayer de travailler sur l'impact du sport, au-delà du sport, sur une expérience dans laquelle le sport s'insère, l'émotion sportive s'insère, mais qui n'est pas réductible qu'au sport. Et enfin, évidemment, un aspect important, mais tout le monde l'a en tête aujourd'hui, encore faut-il là encore avoir une stratégie claire et un message qui ne soit pas trop flou, c'est celui du digital. Je crois qu'il faut que nos clubs, nos fédérations investissent ce champ-là davantage, avec peut-être là encore plus de professionnalisme, plus de rigueur et plus de vision sur ce qu'ils ont envie de raconter. Et je pense que la professionnalisation, en tout cas le digital a cette vertu d'offrir une exposition et d'offrir des données quantifiables qui, dans des domaines comme les nôtres, qui sont souvent associés à la RSE ou qui sont un peu loin du domaine économique, permettent de donner des éléments plus quantifiables et plus faciles à apprécier peut-être que des discours parfois qui reposent que sur des mots. Je pense que le digital a cette vertu-là aussi. Sophie, tu veux réagir? 40 secondes. Non, complètement d'accord. Le digital, c'est une des clés pour changer la donne, en particulier dans
dans le domaine du sport féminin, mais pas que. C'est là où on engage les communautés, c'est là où on est proche des fans, du grand public. Donc c'est là que se construit la valeur. C'est l'allié aussi de la visibilité qui était notre introduction. Il nous reste 12 secondes, donc je vous propose de conclure. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.